Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour, bonjour chers frères, bonjour chers amis, bonjour à tous les abonnés de notre chaîne YouTube, la chaîne de l'économie. Bonjour à tous nos amis abonnés de notre chaîne Facebook, mais également de notre compte. Merci pour votre fidélité. Donnez-nous un coup de main pour partager, partager sur vos pages, partager dans vos groupes, partager dans tous les endroits où vous et vos amis vous retrouvez pour discuter de manière virtuelle. Invitez vos amis à suivre la présentation sur YouTube surtout. Et sur YouTube, mettez un like, hein, cliquez sur like pour que les algorithmes de YouTube upgrade la présentation pour que vous n'ayez pas cette tentation de bug. Voilà. Aujourd'hui, nous recevons M. Yannick Fournier. M. Yannick Fournier va se présenter à vous. C'est un ingénieur financier, comme le continent africain en fabrique désormais, hein, pour pouvoir parler des questions financières et pour pouvoir apporter une expertise pointue, que ce soit aux entreprises, que ce soit aux administrations, que ce soit en particulier. Notre chaîne étant la chaîne du savoir, donc nous l'avons convié avec son expertise et nous le remercions pour cela, pour qu'il vienne échanger avec nous sur la création d'un système monétaire des pays AES, les avantages et les inconvénients. Voilà, ici c'est un direct à la fois informatif et formatif. Donc, apprenez, posez des questions dans le chat, dans la courtoisie, et autant que faire se peut, on essaiera de répondre à vos questions. Donc, je vais faire entrer notre invité et puis nous allons échanger avec lui. Bonjour Yannick, il faut que je t'appelle Monsieur Yannick ou que je t'appelle Yannick. Oh, non, Yannick, ça va. Bonjour Élisée et bonjour à tous les spectateurs, tous les téléspectateurs, ou bien tous les internautes qui nous suivent en direct sur différentes chaînes. Bonjour Yannick, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je sais que tu as un emploi du temps chargé, et puis tu es dans la ville à les Jeux Olympiques, mais sacrifier un peu de ton temps pour qu'on puisse éclairer les gens. Je souhaite vraiment te remercier de vive voix, surtout sur un sujet où, quand on a fait un sondage sur 10 thèmes qu'on a proposés aux gens, c'est le sujet qui a concentré 90% de l'attention des gens, quels que soient les pays en Afrique. Ça veut dire qu'il y a des gens qui cherchent à comprendre. C'est un sujet qui préoccupe les personnes. Merci de nous apporter ton éclairage et ton expertise ce matin. Merci également, mon cher Élisée, pour l'opportunité d'apporter un peu de ce que je sais à tous nos frères, à tous les internautes par ce canal-là. Merci. Donc, je vais commencer en posant la première question. Je rappelle que le questionnaire que nous avons soumis à ton attention a été fait partie des questions ont été proposées à 70% par les gens qui suivent. J'aimerais que tu te présentes pour les gens qui ne te connaissent pas sur la chaîne. Nous, on se connaît. Pour ceux qui ne te connaissent pas, ton parcours, ta profession, les travaux que tu as déjà commis en tant qu'économiste, mais également ta passion pour l'économie et la finance. Ok, merci Élisée. Donc, comme c'est affiché sur l'écran, donc je suis Yannick Achille Fournier. Je suis né et grandi à Bafoussam. J'ai fait mes études primaires et secondaires à Bafoussam au Cameroun. Et ensuite, j'ai obtenu un baccalauréat C, donc en 2008. Et ensuite, j'ai poursuivi mes études à Yaoundé, à l'École supérieure de commerce, dans l'ESC de Yaoundé, dans le Subdeco de Yaoundé, où j'ai obtenu un BTS. Et les mêmes vacances, donc du coup, j'ai été recruté dans une banque. Donc, j'étais très jeune, j'étais dans la vingtaine, au début de vingtaine. Donc, j'ai commencé à bosser dans la banque. C'est dans la banque que j'ai obtenu ma licence. Et plus tard, je quitterai la banque au Cameroun en 2017, donc fin 2016, pour faire un cursus d'ingénierie financière à Paris. Donc, à Paris, j'ai fait 2 masters. J'ai fait le master en ingénierie financière. Et compte tenu de l'évolution du marché, je me suis rendu compte qu'il fallait avoir une compétence informatique, donc IT, fusionnée à la compétence financière. Parce que sur le marché de l'emploi, on fait face à beaucoup d'ingénieurs, donc des gens qui ont fait le parcours ingénierie
et qui après revenaient faire un second parcours de finance et qui sur le marché étaient les mieux prisés. Donc, du coup, je suis reparti également faire le chemin croisé. Donc, eux, ils ont fait ingénierie avant de venir faire finance. Moi, j'ai donc fait finance avant d'aller faire ingénierie en data analytics. Donc, au final, j'ai 2 masters, un en ingénierie financière et un en data analytics. Donc, au quotidien, justement, je travaille avec ces 2 compétences. Donc, parce que je dois parfois développer mes propres outils pour travailler dans la finance. Donc, c'est un peu ça, globalement, pour un peu bosser mon parcours, mes diplômes. Maintenant, quant à ce qui est de mes travaux, donc j'ai commis un ouvrage en 2020 donc, intitulé Fondements du capitalisme africain et réforme monétaire. Ça, c'était à titre individuel. J'ai commis un autre ouvrage à titre collectif. Et j'ai un 3e ouvrage qui sera disponible dans 2 à 3 mois, côté échéance. Bon, à côté, je travaille également dans des journaux économiques où je produis pas mal d'études et d'articles donc, qui sont publiés. Il y a aussi certains think tanks qui me sollicitent parfois pour des travaux d'analyse que je fais. Donc, je suis à la fois professionnel et également, j'ai pas mal d'activités parallèles dans le monde de l'audiovisuel et des médias globalement. Donc, c'est un peu ça, Élisée. Je ne sais pas si tu as des questions ou bien. Ouais. J'allais demander alors, dans ce cas, qu'est-ce qui suscite ton intérêt pour le système franc CFA et la possibilité de la création d'un nouveau système ailleurs, même par exemple dans les pays de l'Alliance des États du Sahel, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel? Le franc CFA, c'est quelque chose qui a attiré ma curiosité depuis que j'étais très jeune, beaucoup plus jeune. Déjà parce qu'on en parlait dans les médias, donc il y avait un discours assez alarmant ou bien alarmiste qui était constamment relayé dans les médias et du coup ça attirait ma curiosité. Donc, et par la suite, quand j'ai commencé à travailler dans la banque, j'ai justement commencé à manipuler le franc CFA, commencé à avoir des relations professionnelles avec la banque centrale. Donc, du coup, j'ai davantage eu ce côté institutionnel de la monnaie. Et plus tard, lorsque j'ai fait mes études d'ingénierie financière, il y avait un professeur qui m'avait choqué parce qu'on faisait le cours sur les monnaies. Donc, on a fait le tour de toutes les monnaies, GBP, donc tout ce qui était de forward d'échange, donc tout ce qui était de produits dérivés sur les devises. Donc, on a vu toutes les devises. Et après, juste un commentaire à la fin, il a dit, ben, il y a un petit truc là-bas en Afrique qu'ils appellent franc CFA. Bon, c'est pas vraiment une monnaie, mais c'est comme un ticket restaurant. J'ai dit, monsieur, vous êtes. Il me pose la question, monsieur, vous êtes de quel pays? Comme j'étais carrément le seul noir dans la salle, il me demande, vous êtes de quel pays? J'ai dit Cameroun. Il dit, ah ben ouais, vous utilisez le franc CFA. Je dis, ouais. Donc, du coup, ça m'a un peu choqué. Donc, c'est ce côté-là qui est en partie m'a entraîné vers cet instrument-là. Et techniquement, ce qui m'a également beaucoup plus stimulé, c'était les régimes de change. Parce que je comprenais dans ma petite compréhension que l'euro soit plus fort que le franc CFA parce que, OK, ils sont développés. Mais ce que je n'ai pas encore compris, c'était pourquoi le GBP, donc le pound anglais, UK, était plus fort que le dollar. Or, les États-Unis sont beaucoup plus puissants en termes de PIB, beaucoup plus puissants en termes militaires. En fait, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les États-Unis avaient une monnaie beaucoup plus faible que celle du UK, qui pourtant, tous les indicateurs de puissance montraient qu'ils étaient beaucoup plus puissants. Donc, c'est cette compétitivité qui m'a un peu poussé à aller beaucoup plus loin pour comprendre justement dans les fondements de la monnaie, qu'est-ce qui justifie cet état de choses. Pareil pour la Chine, qui était carrément un peu plus puissante, dont la devise n'était pas aussi alignée qu'on aurait pu raisonner en termes de franc CFA par rapport à l'euro. Donc, globalement, voilà ce qui m'a un peu poussé à aller beaucoup plus loin dans les questions monétaires pour essayer de comprendre les mécanismes en fait qui justifient cet état de choses, comment ça évolue, pourquoi un matin me dit non, telle devise a dévissé de 30 points de base et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça, c'est les éléments qui m'ont poussé à aller chercher beaucoup plus loin dans et comprendre le système financier, non seulement africain et international, qu'est-ce qui régit cela. Donc, c'est un peu ça. Voilà, donc, tu vois bien que la monnaie, en fait, c'est quelque chose de très capital, ou de capital, disons. Maintenant, quand des pays africains, bon, certes, sont sortis de la CEDEAO, mais ça, c'est un autre sujet, mais
ils ont créé une confédération. Ça veut dire qu'ils veulent accélérer une intégration. À partir du moment où ils veulent accélérer une intégration, pourquoi la question de la monnaie devient d'une importance capitale et pourquoi elle est au centre du développement économique quand, par exemple, 3 pays d'un marché domestique de 100 millions de personnes disent qu'ils se mettent ensemble pour créer une confédération, donc accélérer l'intégration de leur économie. Pourquoi la monnaie devient une question importante? La monnaie devient une question importante sur au moins 2 plans. Il peut y en avoir plusieurs, mais je vais plus insister sur 2. Sur le plan d'abord politique et sur le plan économique. Pourquoi sur le plan politique? Parce que déjà, ce sont des États qui veulent s'affranchir d'une certaine relation multidécanale, donc qui dure plus de 70 ans, la relation avec la France, voire 80 ans. Ils veulent s'affranchir de toutes les pesanteurs que peut représenter cette relation-là. Donc, du coup, s'affranchir, ça veut dire qu'il faut aller jusqu'au bout, qu'à un moment donné, soit à l'initiative de ces pays-là, soit à l'initiative de la France, quelqu'un d'entre eux finalement dira « Ok, comme vous voulez le divorce, allez jusqu'au bout. » Donc, même s'ils ne veulent pas, c'est une éventualité qu'ils doivent prévoir et savoir comment faire face si d'aventure la France rompait sa convention monétaire avec ces pays-là, soit au niveau de la France, soit au niveau de l'UEMOA, qui peut dire « Ok, vous n'êtes plus dans nos canaux, donc on ne veut plus faire avec vous. » Donc, il faut déjà envisager cette éventualité et se préparer par rapport à cela. Maintenant, sur le plan purement économique, donc, les pays de l'AES sont des pays qui veulent s'engager sur un nouveau parcours économique de développement. Donc, et pour ça, en fait, il faut se donner les moyens. Et la monnaie, c'est l'un des premiers instruments de la politique économique de chaque pays. Donc, parce que c'est elle qui permet de pouvoir fixer son industrie par rapport au marché mondial, par rapport au marché international, que ce soit en amont pour l'approvisionnement en matières premières, que ce soit en aval pour la distribution. Il faut pouvoir vendre aux pays voisins, il faut pouvoir aussi acheter aux pays voisins. Donc, du coup, la monnaie devient un instrument central de la politique économique. Donc, pour ces cas, justement, de l'AES, il se trouve justement au carrefour non seulement du franc CFA, mais à côté, il y a le CEDI, il y a le Naira, et plus au nord, on a le dinar et plusieurs autres monnaies qui sont tout autour des pays de l'AES. Côté Tchad, non, côté, oui, un peu plus nord, oui, on a d'autres monnaies. Donc, les pays de l'AES, dans cette situation, doivent justement envisager ces deux approches politiques et économiques s'ils veulent vraiment aller au bout des initiatives qu'ils ont prises, c'est-à-dire à savoir de s'affranchir de la France et de tout ce que ça représente comme système, mécanisme politique et économique de la France-Afrique. Donc, ils doivent sérieusement envisager cela, que ce soit pour leur initiative de rupture ou l'initiative de rupture est initiée par la France. Ok, merci. Non, juste pour que nos auditeurs comprennent, parce que si tu veux, la difficulté, quand je commençais à faire les présentations, ce qui était le plus dur, c'est de parler à une audience qui n'est pas initiée. Parce que toi et moi, tous les concepts qu'on peut parler là, on les comprend, on a récité ça, je dis, manipulé ça pendant une décennie. Mais le problème, c'est souvent notre audience. Sinon, les gens vont mélanger rapidement la monnaie, instrument de paiement, et le système monétaire, qui est l'ensemble des institutions publiques, privées et les règles qui gouvernent la monnaie, par exemple. Donc, je voulais brièvement, qu'on essaie de leur expliquer, que tu essaies d'expliquer pour que les gens comprennent. Donc, par exemple, c'est quoi le système franc CFA, par exemple? Quels sont ses composants clés? Quelle est sa structure opérationnelle, par exemple? Le franc CFA, déjà, sa première caractéristique, donc pour dire de manière basique, c'est que c'est une sous-monnaie de l'euro. Donc, pourquoi une sous-monnaie? C'est-à-dire une sous-monnaie parce qu'elle est fixée à l'euro, parce qu'elle est dépourvue de ce qu'on peut appeler la politique monétaire. Donc, le franc CFA n'a pas une politique monétaire adéquate, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décider de notre politique de change vis-à-vis des monnaies tiers, comme le Naira, comme le dollar. On ne peut pas décider de cette politique monétaire-là. On peut décider, en fait, on subit la politique monétaire de la BCE. Donc, parce que lorsque l'euro baisse par rapport au yuan ou au yen, mécaniquement, le franc CFA suit. Et inversement, donc, lorsque l'euro s'apprécie par rapport à d'autres monnaies, nous, on subit directement. Donc, ça, c'est le côté. Ça c'est d'abord une clarification qu'il fallait faire. Donc, le franc CFA n'est pas une monnaie
à part entière, qui a eu toute une autonomie de gestion comme les monnaies normales. Maintenant, le franc CFA côté technique, ou bien je vais dire côté technique, oui, on peut dire qu'il y a deux choses bien précises. Il y a les signes monétaires qui sont faits de la monnaie fiduciaire et de la monnaie scripturale. C'est-à-dire, on a la base monétaire qui constitue de tout ce qu'on a en circulation, comme les billets et les pièces de banque. C'est vraiment une petite partie. On a la grosse partie de la monnaie qui est faite des écritures bancaires. Donc, lorsque vous allez en banque déposer votre argent, 1 million par exemple, le banquier crédite votre compte de 1 million, sauf que les 1 million que vous déposez à l'instant, ils sont écrits sur votre compte, mais la personne qui vous suit et qui vient faire un retrait, on prend les mêmes 1 million, on lui remet. Donc, ce qui fait que physiquement, vos 1 million que vous avez déposés à la banque ont été remis à quelqu'un d'autre qui fait un retrait, mais structurellement, vous avez toujours 1 million sur votre compte. Ça fait que vous avez deux choses qui circulent. Vous avez non seulement le stock de 1 million sur votre compte bancaire, mais vos espèces ont été remises à quelqu'un d'autre qui est venu toucher soit dans un guichet automatique, soit dans un guichet de banque ordinaire. Donc, il y a ces deux aspects physiques et virtuels de la monnaie qu'on peut également décliner. Et ces deux, bon, il y a d'autres quasi-monnaies comme les effets de change et tout. Donc, on a d'autres quasi-monnaies qu'on utilise. Et les choses comme en fait, on a des quasi-monnaies, des billets de paiement, des bons de paiement qui sont en circulation, comme des tickets restaurants. C'est de la monnaie, sauf que ce n'est pas une monnaie normale, c'est une quasi-monnaie. Et on a ces deux grandes masses de la monnaie qui sont régies justement par la politique monétaire, qui permet justement de décider quelle quantité de pièces on émet sur le marché, quel volume de monnaie structurelle globalement on va mettre en circulation. Également, lorsqu'il y a par exemple de l'inflation, on peut décider de rationner les ressources en circulation. Donc, la Banque centrale peut par exemple relever ses taux d'intérêt pour empêcher aux banques d'emprunter davantage, donc limiter in fine la monnaie qui circule sur le marché. Donc, pour me résumer, il y a quatre choses qu'il faut comprendre. C'est que, un, on n'a pas une monnaie à part entière. Le franc CFA n'est pas une monnaie à part entière. Ça, c'est l'un. De deux, le franc CFA ne se résume pas à son aspect fiduciaire, c'est-à-dire aux billets et aux pièces qui circulent. Il y a également la grosse part de la monnaie du franc CFA, c'est en écriture bancaire. La quatrième chose, c'est que la monnaie, ce n'est pas juste cet aspect physique, c'est qu'il y a derrière ça une politique monétaire. Donc, lorsqu'on dit qu'une monnaie est forte, c'est également par rapport à la politique monétaire en fait, qui est appliquée par rapport à cela. Donc, et derrière ça, il y a un cinquième élément que je peux ajouter. Je peux dire, par exemple, c'est les réglementations. Parce qu'une banque ou bien une monnaie comme le dollar, il y a des réglementations qui régissent le dollar non seulement aux États-Unis, mais à l'étranger. Donc, on a l'OFAC qui permet aux États-Unis de pouvoir imposer des marches à suivre à des pays hors des États-Unis, juste pour le fait qu'ils ont fait soit des transactions en dollars, soit stocker des dollars. Donc, on a cet aspect un peu beaucoup plus large de la monnaie comme instrument de politique internationale, donc qui est également en vigueur dans le monde et plus puissant aux États-Unis. Je reviens encore là-dessus. Bon, parce que je prends par exemple, parce qu'il y a les défenseurs aussi du franc CFA. Par exemple, on a eu à suivre des conférences où on a entendu des chefs d'État africains, le président Ouattara, par exemple, qui a dit, bon, voilà, le franc CFA, le rôle de la Banque centrale, c'est de lutter contre l'inflation. Jusqu'à présent, la Banque centrale, que ce soit la BCA ou que ce soit le CFA, a préservé les économies, la zone CFA de l'inflation. Je prends un exemple. Avec les difficultés de trésorerie que vit actuellement le gouvernement camerounais, personne ne peut douter que si c'est les autorités camerounaises qui avaient la gouvernance de notre système monétaire, et tu as vu les problèmes qu'il y a ces jours-ci entre la COBAP et le secrétariat général de la présidence. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Si c'était le Cameroun, ils allaient faire tourner la planche à billets. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Et qui dit planche à billets dit on allait passer à une inflation à 100, 500%, voire 1000%.
Bon, le président Ouattara dit au moins là, ils nous ont préservé de l'inflation. Ça veut dire que le prix du sac de riz, bon, ça peut augmenter de 20%, mais quand on prend des mesures, on ramène ça à l'augmentation à 10%, voire 5%, ça préserve le pouvoir d'achat. Bon. La deuxième chose, c'est la politique de taux d'intérêt. Quand même, les taux d'intérêt chez nous, quand on les compare dans la zone CFA, par exemple, avec le Nigeria, ou avant que Sanusi, l'ami de Sanusi arrive au Obasanjo, on était à la taux d'intérêt de 70% au Nigeria. Chez nous, les taux d'intérêt, quand même, quand les gens vont prêter l'argent à la banque, on a des taux d'intérêt pour les personnes physiques de 10 à 15%, parfois pour les entreprises de 8 à 20%. Donc, il y a encore les autres politiques comme bon, l'open market, peut-être, je ne sais pas si vraiment ils utilisent ça beaucoup, mais au moins des politiques de réserve. On voit bien que souvent la banque centrale descend un peu les réserves pour augmenter la liquidité des banques. Bon, les défenseurs donc, du franc CFA disent, écoutez, ces instruments, la politique monétaire marche, ils sont et quand les pays sont bien gérés, comme par exemple ça a été au Cameroun, soit à Idjo, il y a la prospérité économique. Ils disent, est-ce que le franc CFA a vraiment un problème et est-ce qu'il faut en sortir le plus rapidement possible comme ça? Je pose la question aux techniciens. Déjà, si je prends l'argument de la responsabilité politique, donc tout à l'heure tu as évoqué le fait que il y a des tensions entre la Caisse des dépôts et des consignations du Cameroun avec l'État qui veut absolument mettre la main sur les liquidités oisives dans les banques. Ça, c'est quelque chose de réel. Mais il faut aussi dire que moi, j'aurais aimé que ça se passe en fait. On aurait peut-être eu le Soudan, c'est-à-dire le fait qu'on a des dirigeants qui font toutes les manœuvres politiques sans conséquence sur la monnaie, quelque part, ça crée la paresse, en fait. Donc, l'argument du président Ouattara de dire, OK, ça nous permet de faire ce qu'on veut sans responsabilité, c'est un peu apprendre avec des guillemets. Comment font les autres? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Comment fait le Rwanda? Le Rwanda a une monnaie assez solide. Comment est-ce qu'ils font? Pareil pour plusieurs autres pays. Bon, pour ne même pas parler des pays européens. Donc, si les gens sont capables de s'autodiscipliner, de gérer leur monnaie, ben, je pense que nous aussi, on est capables. On a vu récemment au Nigeria le président Tinubu, qui, à peine arrivé au pouvoir, a pris des réformes qui devaient importer la monnaie un peu hasardeuse. Et on voit la conséquence, c'est que le pays est dans la rue. Pourquoi? À cause de l'inflation. Donc, du coup, je pense que là, il doit s'autodiscipliner dès maintenant. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, parce qu'avec ce qu'il vit actuellement comme troubles sociaux, il est obligé de se discipliner. Donc, la monnaie est un instrument de discipline, de self-discipline. Donc, lorsqu'on est maître de sa monnaie, c'est comme si on est maître de sa vie, on devient responsable, ça nous apprend à être responsable. C'est pour ça que dans certains pays, pour faire un peu le parallèle, il y a un moment où on va sortir de la maison familiale, où on bénéficie de toutes les protections qu'on a, aller se lancer dans la vie afin de devenir un homme qui peut justement prospérer. Donc, tant qu'on reste dans ce cocon, France et on dit non, je suis bien au chaud, ici, j'ai tout ce qu'il me faut, c'est toutes les commodités qu'il me faut sous couvert de l'Union européenne, bah, on demeure des grands enfants, on vieillit, mais on est toujours des enfants. Et c'est pour ça qu'on peut voir tout ce qu'on a en Afrique comme bassesse sur le plan politique. Donc, on est des grands enfants et le franc CFA, c'est une des causes. Donc, maintenant, si on revient sur le plan purement économique, c'est-à-dire au niveau des transactions, on se rend compte qu'on ne peut pas faire une vraie politique industrielle avec le franc CFA. Tout à l'heure, tu as pris l'exemple de l'époque Aïdjo. Pourquoi? Oui, j'en viens. Tout à l'heure, tu as pris l'exemple de l'époque Aïdjo. Aïdjo, c'était, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est que lorsqu'il découvre la manne pétrolière à la fin des années 70, c'est ça, en fait, qui permet de générer des flux d'investissement. Il a eu juste la sagesse de bien les implémenter. C'est-à-dire, s'il fallait faire des routes, il les a bien faites. C'est tout ce qu'il a pu faire. S'il fallait faire des bâtiments, il a pu faire. Parce que concrètement, si tu regardes au Cameroun en termes d'infrastructure, si tu sors le chemin de fer, c'était avant qu'il n'arrive. Si tu prends, à part l'Arcelour, Douala, Yaoundé, Bafoussam, à part quelques petits autres axes, je ne vois pas d'autres grandes infrastructures de renom qu'on peut lui attribuer. C'est vrai qu'avant, il y avait une impression de mieux vivre parce qu'on était peu. On était en 78, je crois qu'il y avait 4 millions de Camerounais pour la même
presque le même volume de pétrole qu'on a aujourd'hui. Donc, on a presque les mêmes ressources, mais pour 7-8 fois plus. Pour 7-8 fois de plus de personnes. Ça ne fait pas longtemps que l'État s'est mis à mettre une pression fiscale agressive pour diversifier les ressources. Mais avant, on avait le même pétrole, toujours le même limité. Donc, ce qui fait qu'on avait des ressources pour un nombre limité de personnes, ce qui donnait une impression de mieux vivre ou bien de mieux gérer. Mais si à cette époque, on avait notre monnaie, je pense qu'on aurait battu une économie beaucoup plus solide. Pourquoi? Parce qu'on aurait été beaucoup plus discipliné sur le plan économique, même sur le plan politique, parce que toute crise politique impacte la monnaie, ce qui fait que lorsqu'on fait des manœuvres politiques, on fait attention. C'est pour ça, en fait, que, par exemple, au Nigeria, le président Tinubu a un peu reculé par rapport à la crise sociale qui est en train de monter, parce qu'il sait que s'il fait un faux pas, non seulement ça va agir sur la devise, du coup, il y aura des effets induits, comme l'augmentation de la dette, plein d'autres effets qui vont se dégrader à la chaîne. Or, s'il était au Cameroun, il n'y aura aucun impact. La monnaie n'aurait jamais baissé, il n'y aurait pas eu d'inflation. Il aurait pu faire ce qu'il voulait Dangote, il aurait pu le manger. Rien ne se serait passé. Aujourd'hui, lorsque vous suivez les journaux, ceux qui sont dans la rue au Nigeria parlent beaucoup plus de l'inflation. Ils parlent du coût de vie qui est devenu trop cher parce qu'avec ces manœuvres, le Naira a perdu 242% de sa valeur, ce qui fait que tout est devenu cher au Nigeria en l'espace de quelques semaines. Donc, les gens ont longuement patienté et la crise a progressivement muré dans la masse et actuellement, elle est mûre. Donc, c'était soit il recule, soit il va jusqu'au bout et on ne sait pas ce qui sera arrivé. Donc, la monnaie, pour moi, le plus gros défaut du franc CFA, c'est qu'il nous empêche la seule discipline d'être des gens disciplinés et responsables. Donc, il nous empêche de devenir matures. Donc, je pense que si on était mature, on aurait un pays, une démocratie beaucoup plus avancée, comme ce qu'on voit aujourd'hui dans les pays anglophones. Le Ghana, le Nigeria, on a plein de pays anglophones qui sont des exemples en termes de démocratie. Et lorsqu'on fait des études, lorsqu'on regarde sur la démocratie en Afrique, les pays francophones, donc du franc CFA, représentent près de 75% des coups d'État, en fait. Lorsqu'on fait les statistiques sur les coups d'État, il y a des instituts qui ont fait des études dessus. Donc, on a pour à peine 25% des pays, donc 14 pays sur 54, on a plus de la moitié des coups d'État. Donc, parce que la maturité politique, on ne l'a pas eu, en partie justement parce qu'on a été couvert par ce cocon du franc CFA. Donc, il y a ces deux aspects qui convient de lever. Maintenant, purement en matière de politique industrielle, le franc CFA ne le fait pas en fait. Le franc CFA, la BER ou bien la BCAO ont pour principale mission pratique de veiller à la stabilité monétaire. Parce qu'il y a quelques années, ils ont fait un document où ils ont ajouté quelques autres objectifs comme promouvoir l'économie, tout ça, mais ça reste théorique. Il n'y a pas encore d'instrument concret que la BER ou la BCAO, surtout la BER, il n'y a pas encore d'instruments de stimulation de l'économie concrets qui sont déployés à l'attention des usagers dans ces banques-là. Donc, elles restaient encore purement sur le rationnement monétaire et sur le contrôle de change et le côté administratif de la monnaie. Donc, ils sont purement de l'administratif à la BR. Donc, on n'a pas une politique industrielle. Donc, par exemple, à la BC, même juste j'ai compris. Okay. C'est qu'on peut